Bonjour, on va continuer notre série de vidéos de calcul diff en parlant du théorème d'inversion locale. Qui, comme son nom l'indique, nous dit que sous de bonnes hypothèses locales sur une fonction, on arrive à lui trouver un inverse. Et donc l'énoncé, c'est la chose suivante. On a eu un ouvert de Rn, un élément A de U, une fonction f de U dans Rn, que je vais supposer de classe CK avec K plus grand que 1. On suppose que la différentielle de f au point A, qui est une application linéaire de Rn vers Rn, on suppose que cette application linéaire-là est inversible. Et alors, il existe un petit ouvert, je sais pas, V, ouvert, contenu dans U, tel que A appartient à V, et tel que l'application F restreinte à V, donc l'application V, alors je devrais dire, autant l'écrire explicitement, F de V est un ouvert, et l'application F de V vers F de V soit un difféo alors, le côté CK, déjà, n'est pas très important. Il n'y a que le cas K égale 1 qui apporte vraiment du contenu. Parce que du moment que F est de classe CK, si on a le théorème C1, si on a le théorème ici démontré pour le cas K égale à 1, on en déduit le théorème général immédiatement par les remarques qui sont dans la vidéo précédente. Donc, qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est on trouve un ouvert qui contient A dont l'image est ouverte. Donc ça, c'est pas trivial du tout, le fait que f de v soit encore un ouvert de Rn, enfin, a priori, c'est pas immédiat. Et aussi, évidemment, j'ai pris l'image de v, donc f est surjective de v sur f de v, mais on conclut, et ça c'est le point le plus important, à partir du fait que la différentielle de f en A est inversible, la différentielle est injective, on en déduit la même propriété pour f sur un voisinage de A, c'est-à-dire f est injective sur un petit ouvert qui contient A. Donc on arrive à traduire l'injectivité de la différentielle pour conclure l'injectivité de la fonction, évidemment seulement localement au voisinage du point, parce que la différentielle en A, ça me dit seulement quelque chose sur le comportement au voisinage de A. Mais c'est ça le point clé du théorème d'inversion locale, c'est le fait que différentielle inversible implique fonction injective sur un voisinage. Ok, maintenant je vais devoir effacer l'énoncé pour en donner une preuve. Donc, je vais essayer de l'effacer seulement petit à petit. Donc la preuve, s'il y avait eu des eurodagreg, certains avaient ça comme preuve dans leur développement. En 15 minutes, ça peut rentrer, c'est un peu rapide. Là, je ne vais pas essayer spécialement d'aller vite. Alors la première chose, c'est je vais me simplifier mes notations. Je vais supposer, même si ça ne change pas grand-chose, que A c'est 0. Bon, ça c'est juste pour moi, psychologiquement. J'ai un point, je peux toujours supposer que c'est l'origine de mon espace qui est à translater. Par ailleurs, je peux supposer que la différentielle de f, bon, du coup en 0, égale que c'est l'identité. Peut-être un petit i, ça serait plus joli. Pourquoi je peux toujours faire ça? Parce que je peux toujours remplacer f par dfa moins 1 f, donc composer f à gauche par exemple par l'inverse de la différentielle. Ça, quand je prends la différentielle, la règle de la chaîne me dit que la différentielle, ça sera dfa moins 1 dfa, c'est-à-dire identité. D'accord? Donc si je compose à gauche par l'inverse de la différentielle, je me retrouve avec une nouvelle fonction dont la différentielle est maintenant l'identité, donc qui satisfait ces hypothèses si j'ai aussi supposé a égale à 0. Si j'arrive à montrer que cette fonction-là est un difféomorphisme CK, en recomposant par une bijection linéaire, ce qui ne change pas le fait d'être un difféomorphisme, on obtient le bon résultat. Ok, donc je vais supposer ça.
ça maintenant je peux l'effacer puisque c'est impliqué par ce qui est au-dessus. Alors le premier point, c'est d'arriver à montrer que f est injective sur un voisinage de 0. Et pour ça, on introduit l'application G qui a x, un élément de mon ouvert U, associe f de x moins x. La différentielle G de classe CK, j'ai juste translaté, enfin j'ai juste soustrait une application de classe C infinie, donc ça reste de classe CK, et la différentielle de G, qui existe sur U, mais en 0, au point où je suis en train d'essayer de montrer le théorème d'inversion locale, ça fait la différentielle de f en 0, c'est-à-dire identité, moins la différentielle de identité en 0, c'est-à-dire identité. Donc la différentielle de G en 0, c'est 0. Comme la différentielle de G est continue, j'ai supposé que mon application était de classe CK avec K plus grand que 1. Comme la différentielle de G est continue, il existe un rayon R, enfin, strictement positif, est tel que si x est de norme plus petite que R, alors la norme triple de la différentielle en x est plus petite que 1,5. Ou même, je vais l'écrire de façon qui a l'air plus forte, même si c'est la même chose, mais je vais l'écrire sous la forme le sup des normes triples de dg de x pour tous les x dont la norme est plus petite que R, donc le sup sur la boule de centre 0 et de rayon R des normes triples de dg de x, je vais supposer que ce sup est strictement plus petit que 1,5. Ça, c'est simplement par compacité. Vous pouvez remplacer 1,5 par n'importe quelle valeur strictement positive et ça marchera encore. Alors, par l'inégalité des accroissements finis, la boule de centre 0 et de rayon R, elle, c'est un convexe. Sur cette boule, bon, si vous voulez la prendre ouverte pour être exactement dans le cas d'application de l'inégalité des accroissements finis, comme je l'ai écrite avant, ça marche aussi. Donc sur la boule ouverte, la norme de la différentielle est plus petite que 1,5. Donc on en déduit que G est 1,5 contractante sur la boule de centre 0 et de rayon R. Parce que la norme de G de x moins G de y, c'est plus petit que le sub des normes des différentiels fois norme de x moins y. Et le sub des normes des différentiels, c'est au plus 1,5. Mais si G de x, si G, c'est-à-dire f de x moins x, est contractante, ça implique par l'inégalité triangulaire que mon application f est injective. Pourquoi? Parce que si je prends maintenant x et y dans cette boule, ouverte de centre 0 et de rayon R, et que je regarde la norme de f de x moins f de y, ça, c'est la norme de g de x moins x moins g de y moins y. Est-ce que j'ai fait une faute de signe? F de x, c'est, pardon, f de x, c'est g de x. C'est g de x, f de x moins x. F de x, c'est g de x plus x, pardon. Donc là, il y a un plus. Et ça, qu'est-ce que je peux en dire? Je peux en dire que c'est plus grand par l'inégalité triangulaire que la norme de x moins y moins la norme de g de x moins g de y. Et ça, c'est plus grand que la norme de x moins y. La norme de g de x moins y, on vient de dire qu'elle était plus petite que 1,5 fois la norme de x moins y, donc c'est plus grand que la norme de x moins y divisée par 2. Et on voit bien ici que le 1,5 que j'ai pris, il est psychologique. J'aurais pu prendre n'importe quoi strictement entre 0 et 1, ça aurait marché pareil. Conclusion, pour tout x et y dans une petite boule centrée en 0, un voisinage ouvert du point auquel je suis en train d'essayer de trouver un inverse pour f, la norme de f de x moins f de y
est plus grande que la norme de x moins y sur 2, et en particulier, f est injective sur cette boule. Bon, que je vais juste appeler B dans la suite. Ah, je crois que j'ai écrit R et que je l'avais appelé ρ, pardon. Donc ici, ça devrait être des ρ. Désolé. Voilà. Donc je viens de trouver un voisinage ouvert du point auprès duquel je travaille, sur lequel f est injective parce qu'elle est en demi-contractante. Je vais garder juste pour l'instant la définition de... Maintenant, on doit montrer... donc ça, je vais appeler B cette boule. Je sais que f est injective dessus. Ce que je ne sais pas encore, c'est que son image est en ouvert. Donc on prend un point, je sais pas, Z0 dans l'image de B. Il faudrait que je réécrive après sur cette définition de G, mais c'est pas grave. Donc ce qu'on veut, c'est trouver une petite boule ouverte, centrée en Z0, et telle que toute cette boule soit contenue dans f de B. Donc on a Z0, ben c'est f de x0, pour un certain x0 dans B. Et il faut que je trouve un rayon tel que la boule centrée en Z0 et de ce rayon-là soit contenue dans f de B. Donc déjà, comme B est ouverte et que x0 est contenu dedans, on peut trouver un R tel que la boule de centre X et de rayon R soit contenue dans B. D'accord, c'est toujours le même dessin. B c'est une boule centrée en 0, X il est ici. Je peux trouver une petite boule, et ça c'est mon rayon R qui est contenu dans B. Ok, et maintenant, comme souvent, on reformule le fait de chercher à résoudre. Ce qu'on veut, c'est pour Z dans l'image de cette boule, pardon, pour Z suffisamment proche, excusez-moi, de Z0, on veut résoudre. On veut montrer que si Z est assez proche de Z0, il va falloir que je trouve ce que ça veut dire précisément ça. Alors, il existe un point X dans ma boule B tel que f de x égale z. Donc je veux résoudre l'équation f de x égale z, et pour ça on pose g de z. G je l'avais déjà, alors comment j'ai appelé ça dans mes notations, des fois que j'ai indice z, pardon, de x, égale z moins g de x. G de x c'était f de x moins x. Alors, ça, gz de x égale x, ça c'est la même chose que de dire z moins f de x moins x égale x, et ça c'est la même chose que de dire z égale f de x. Donc finalement, on s'est ramené, nous ce qu'on veut c'est résoudre ça, mais on s'est ramené à chercher un point fixe pour cette fonction-là, g indice z. Qu'est-ce qu'on sait sur cette fonction gz? Gz, z est fixé, hein, c'est x la variable, je fixe un z. Pour chaque z, ça c'est une contraction, en demi-contraction, puisque g c'était une contraction de facteur 1,5, c'est un demi-Lipschitzien. Donc gz et un demi-Lipschitzien. D'autre part, quand je regarde gz0, gz0 de mon point, comment il s'appelle, x0 j'espère,
gz0 de x0, ben, je sais que z0 est dans l'image, f de x0 c'est z0, donc gz0 de x0 c'est exactement x0. Donc ça me dit que l'image par z0, par gz0, de la boule de centre x0 et de rayon, je vais l'appeler comment, R, c'est contenu dans la boule de centre x0 et de rayon R sur 2. Oui, j'ai une contraction, quelque chose qui divise les distances par au moins 2, qui a un point fixe. N'importe qui était à distance au plus R de x0 va être à distance au plus R sur 2 de son image, c'est-à-dire à distance au plus R sur 2 encore de x0. Ok? Mais maintenant, ça me dit que si Z est suffisamment proche de Z0, on va voir à quel point il faut que ça soit proche. Qu'est-ce qui se passe quand je regarde GZ de la boule de centre x0 et de rayon R? Ben, ça, GZ, c'est Z moins Z0 plus GZ0. D'accord? C'est Z moins Z0 plus Z0 moins G de X. Donc ça, c'est contenu dans la boule de centre x0 et de rayon R sur 2 plus la distance de Z à Z0. Encore une fois, pourquoi c'est vrai ça? Pour tout Z en fait. GZ, c'est Z moins Z0 plus GZ0. Donc une image par GZ, c'est un point translaté par Z moins Z0, donc un truc qui est de norme Z moins Z0, plus un point qui est dans l'image de GZ0. Un point qui est dans l'image par GZ0 de cette boule-là, c'est dans la boule de centre x0 et de rayon R sur 2. Si j'ajoute Z moins Z0 à un point qui est dans cette boule, j'obtiens un point qui est dans la boule de centre x0 de rayon R sur 2, plus ce que j'ai rajouté, c'est-à-dire norme de Z moins Z0. Donc, et là on voit que mon tableau est vraiment petit dès qu'on fait des preuves un peu compliquées, on voit finalement que suffisamment proche, ça veut dire que si, par exemple, Z moins Z0 est strictement plus petit que R sur 2, ça implique GZ de la boule de centre x0 et de rayon R est contenu dans la boule de centre x0 et de rayon R. Ok. Et là, on peut faire du point fixe de Picard. Alors, sauf que ici, je suppose que si je veux vraiment faire du point fixe et faire attention, j'aurais dû faire en sorte que la boule fermée de centre X et de rayon R soit contenue dans B. Bon, quitte à restreindre R un tout petit peu au début de mon raisonnement, je peux supposer ça, bien sûr. Pourquoi je veux ça? Parce que maintenant, j'efface. On en est où? On a que GZ0, elle envoie la boule de centre X0 et de rayon R, alors la boule fermée. Bon, comme je suis dans un EVN, la boule fermée, c'est bien l'adhérence de la boule ouverte, il n'y a pas d'ambiguïté de notation, donc ça envoie la boule fermée de centre X0 et de rayon R dans la boule fermée de centre X0 et de rayon R, puisque ça c'est plus petit que R. Et d'autre part, GZ0 est un demi-Lipschitzian. Mais ça, la boule fermée de centre X0 et de rayon R, c'est un complet, c'est un fermé de Rn. Bon, c'est même un compact, mais donc là on peut appliquer le théorème du point fixe, par exemple de Picard. Donc GZ0 admet un point fixe, bon, unique, mais en fait on savait déjà qu'il serait unique s'il existait, puisque F était injective. Donc GZ0 admet un point fixe, c'est-à-dire, pardon, j'aurais dû dire, c'est GZ qui m'intéresse ici. Pour n'importe quel Z maintenant dans cette boule, donc soit Z dans la boule de centre X0 et de rayon R sur 2,
On a le centre Z0, décidément, j'ai du mal. Dans le boule, le centre Z0 est de rayon R sur 2. À cause de tout ce qui était écrit avant, pour ce Z-là, on a ces deux hypothèses. Donc Gz admet un point fixe, c'est-à-dire x tel que Gz de x égale x. X, j'aurais dû dire x, il est dans cette boule qui est contenue dans la boule qui m'intéressait. Donc c'est-à-dire qu'on a x dans B tel que f de x égale à z, puisque Gz de x égale x, c'était la même chose que f de x égale z. Donc on voit que la boule de centre Z0 et de rayon ce petit r sur 2 est contenue dans l'image de la boule ouverte que j'avais trouvée tout à l'heure, la boule ouverte de centre 0 et de rayon ρ. On vient de montrer que n'importe quel point qui était dans l'image de B était contenu dans une boule ouverte qui était entièrement contenue dans l'image de B. Autrement dit, f de B est bien un ouvert. Donc notre B, il commence à bien ressembler à ce qu'on voudrait, donc ce que j'avais appelé, je ne sais plus, V, je crois, dans l'énoncé, un ouvert tel que l'image est en ouvert et f est injective dessus. Il reste juste à montrer que f-1 est différenciable sur f de B. Et ça, en fait, c'est très facile du moment qu'on a un bon contrôle sur f-1. Donc, je vais peut-être écrire ça tout de suite. Qu'est-ce qui rend cet argument facile? Donc montrons que f-1 de f de B vers B est différenciable, parce qu'on sait par les remarques qu'on a déjà vues dans la vidéo précédente que dans ce cas-là, f-1 sera automatiquement CK. Okay, désolé, interruption domestique urgente. Donc on reprend, on était en train d'essayer de montrer que f-1 était différenciable, c'était tout ce qui nous restait pour démontrer le théorème d'inversion locale. Et le point important, ça va être la chose suivante, qu'on a utilisée pour montrer que f était injective. Le fait que f de x moins x soit une contraction, ça nous a permis de montrer que pour tout x exprime dans B, on n'avait que norme de f de x moins f de x' était plus grand que 1/2 de norme de x moins x'. Ça, c'est comme ça qu'on a montré que f était injective. C'était au début de la preuve. Mais ça nous dit que pour tout y et y' dans f de B, la norme de, ça c'est y et ça c'est y', y moins y' est plus grande que 1/2 de la norme de f moins 1 de y moins f moins 1 de y'. Ça va nous être utile. Du coup, on sait que f moins 1, la norme de f moins 1 de y moins f moins 1 de y' est plus petite que 2 fois la norme de y moins y'. Donc on sait déjà que f moins 1 est uniformément continu. Automatiquement, on a l'inverse de quelque chose qui était 1/2 dilatant. L'inverse, c'est Lipschitzien de constante de Lipschitz au plus 2. Donc maintenant, pour voir si mon application f-1 est différenciable, en un point y, je vais fixer y. Pour voir si f-1 est différenciable en y, il faut que je regarde f-1 de y moins f-1 de y'. Mais là où j'ai une application linéaire, c'est plutôt quand j'ai du f de quelque chose moins f de quelque chose d'autre. Donc je vais prendre un y', et au lieu de regarder tout de suite f moins 1 de y moins f moins 1 de y', je vais regarder f de f moins 1 de y moins f de f moins 1 de y', c'est-à-dire juste y moins y'. Et ça, je devrais l'écrire en dessous. Donc, je vais écrire tout de suite y moins y', c'est f de f moins 1 de y moins f de f moins 1 de y'. Et ça, comme f est supposé être différenciable sur mon ouvert de départ tout entier, et en particulier en f moins 1 de y, c'est la différentielle de f au point f moins 1 de y appliquée à f moins 1 de y
moins f moins 1 de y', plus un petit taux de la norme de f moins 1 de y moins f moins 1 de y'. Ok, et moi, ce que je voudrais, c'est avoir du f moins 1 de y moins f moins 1 de y'. Mais en fait, ici, je l'ai, modulo une application linéaire dont je peux prendre l'inverse. En particulier, df au point f moins 1 de y moins 1 de y moins y'. Et ici, je me rends compte que j'aurais dû dire depuis le début, donc à faire, que comme le déterminant jacobien de f était non nul en 0, il est non nul sur un voisinage de 0, je peux tout de suite supposer que la différentielle est inversible en tout point de mon ouvert U de départ. J'aurais dû faire ça en fait. Au moins ça me simplifie la vie ici. Donc encore une fois, comme la différentielle de f en mon point 0 était inversible, elle reste inversible sur tout un voisinage de 0, puisque c'est une application continue et que les applications linéaires inversibles, c'est un ouvert. Donc je peux supposer que toutes les différentielles sont inversibles, ce qui légitime le fait d'appliquer df au point f moins 1 de y moins 1 à y moins y', qui fait donc f moins 1 de y moins f moins 1 de y', plus ce petit taux, a priori, pourrait être un peu embêtant, c'est un petit taux de... Alors c'est une application linéaire, donc ça on est en dimension finie, même en général on dirait c'est une application linéaire continue, donc elle a une norme, donc c'est un petit taux de ce qui était dedans, d'accord, puisque ça multiplie au pire la norme par une constante. Donc ce que je vois a priori c'est un petit taux de norme de f moins 1 de y moins f moins 1 de y', ici. Mais norme de f moins 1 de y moins f moins 1 de y', c'est plus petit que 2 fois norme de y moins y'. Donc un petit taux de norme de f moins 1 de y moins f moins 1 de y', c'est aussi un petit taux de norme de y moins y'. Et ça, ben, si on réécrit les choses dans le bon ordre, on a exactement écrit que f moins 1 de y, c'était égal à f moins 1 de y'. Alors si j'appelle y' plus h, pour reprendre mes notations d'avant, f moins 1 de y plus h, plus une certaine application linéaire df en f moins 1 de y, le tout moins 1 de h, plus un petit taux de norme de h. Donc h, c'est juste y' moins y. Et ça, c'est exactement dire que mon application inverse est différenciable en y, et que son inverse, ben, c'est la formule qu'on devait avoir de toute façon par la règle de la chaîne, l'inverse de df au point f moins 1 de y. Et ça conclut la preuve du théorème d'inversion locale. Donc les étapes de cette preuve, c'est d'abord montrer l'injectivité, en utilisant simplement le fait que mon application est très bien approchée par sa différentielle. Disons que donc, si la différentielle est inversible, alors l'application reste bijective sur un voisinage du point. Faire ce que j'ai oublié de faire au début, que j'ai du coup rajouté ici, dire qu'on peut tout de suite supposer que df en un point x est inversible pour tout x dans U. Une fois qu'on a montré que c'était injectif, on a trouvé une petite boule autour de 0 sur laquelle c'était 1,5 Lipschitzian, sur laquelle f de x moins x est 1,5 Lipschitzienne, et donc f de x moins f de x' devient plus grand que 1,5 norme de x moins x'. On utilise cet argument-là et un argument de point fixe pour montrer que l'image de cette petite boule est ouverte. Et une fois qu'on a fait ça, le fait de montrer que f moins 1 est différenciable, ça c'est juste une manipulation algébrique, c'est pas là qu'il y a vraiment un contenu dans la preuve. Le contenu est plutôt dans l'utilisation du théorème de point fixe pour montrer que l'image de notre ouvert était que l'image de notre petite boule était un ouvert. Et avant de conclure cette vidéo, je vais juste énoncer le théorème d'inversion globale, qui est utile parce qu'il nous permet de reconnaître des difféomorphismes. Et
savoir que quelque chose est un difféomorphisme, c'est particulièrement utile pour faire des changements de variables pour des intégrales multiples. Donc, pour ça, on peut avoir besoin du théorème d'inversion globale qui simplifie un peu la vérification que quelque chose est un difféomorphisme. Donc là, c'est vraiment en pratique que je dirais qu'à la grecque, c'est vraiment utile quand on est en train de faire des changements de variables, mais bon, il peut y avoir d'autres contextes où ça apparaît. Donc UV, on sait déjà que ce sont des ouverts de Rn cette fois-ci. Et on a une fonction f de U dans V, dont on arrive à vérifier, quand on introduit notre changement de variable, que c'est une bijection CK, et que quel que soit x dans U, la différentielle de f en x est inversible. D'habitude, ce qu'on fait pour vérifier ça, surtout en petite dimension, c'est qu'on calcule le déterminant jacobien, le déterminant de la matrice jacobienne, et on montre qu'il est non nul. Alors si c'est une bijection d'un ouvert sur un ouvert et que en tout point la différentielle est inversible, alors, d'ailleurs j'ai même pas besoin, j'ai juste besoin de supposer que U est ouvert en quelqu'un. Donc je sais que U est ouvert, F est injective sur U, j'aurais dû le dire comme ça. Alors V est ouvert, et F de U vers V est un difféomorphisme de classe CK. Du coup, pour vérifier qu'on a bien un difféomorphisme, il faut qu'on trouve l'image de notre changement de variable. Si ici on a un ouvert, ici on va automatiquement avoir un ouvert, du moment qu'on sait que notre bijection est au moins C1, c'est là que ça va être utile en pratique, au moins pour faire des changements de variables, et qu'on arrive à montrer que le déterminant jacobien est non nul en tout point, c'est-à-dire que la différentielle est inversible. La preuve, déjà pourquoi est-ce que V est ouvert? Si je prends en Y dans V, alors je peux trouver, donc j'ai supposé en fait que V c'est F de U, j'aurais dû l'écrire comme ça. J'aurais dû écrire, peut-être autant changer ça. On a X dans U tel que F de X est égal à Y. Et si on regarde juste ce qu'on voit maintenant, on voit en x la différentielle est inversible, j'ai une fonction ck, donc par inversion locale, on a un petit u' contenu dans u, avec x dans u', est tel que f de u' vers son image, soit un difféo. Donc en restriction, on a un difféo CK avec bien sûr f de u' qui est ouvert. Donc f de u', c'est un ouvert qui contient y, qui vaut f de x, et c'est un ouvert qui est contenu dans V, puisque c'est l'image de quelque chose qui est contenu dans V. Donc V est ouvert. Et par ailleurs, bien sûr, f-1, toujours par inversion locale, f-1 est différenciable, et même ck, sur f de u', qui est un ouvert qui contient y, en particulier f-1 est différenciable en tout point de V, donc f-1 est bien un difféomorphisme de classe CK. Donc, le théorème d'inversion globale, c'est une conséquence à peu près immédiate du théorème d'inversion locale, et ça donne la façon habituelle pour vous de vérifier que quelque chose est un changement de variable légitime. On prend un ouvert, une application de classe CK qui est injective sur cet ouvert,
On vérifie qu'en tout point la différentielle est inversible. Alors l'image de l'ouvert, bon du coup j'ai changé mon énoncé en cours de route, mais évidemment bijection, mais quand j'ai remplacé l'image, on pouvait mettre injection, c'est pareil. Du coup, l'image de cet ouvert est encore un ouvert et vous avez un changement de variable qui est un difféomorphisme. Par exemple, pour les coordonnées polaires, le déterminant jacobien c'est R, et donc il faut enlever 0. Et il faut faire attention au côté injectif, parce que je ne peux pas faire un tour entier. Donc il faut enlever une demi-droite, et finalement, on a un changement de variable légitime, à un ensemble de mesures nulles près, et les ensembles de mesures nulles, ça ne change pas les intégrales. Ok, donc on a vu inversion locale, inversion globale. Il reste à faire une dernière vidéo sur le théorème des fonctions implicites, qui est un énoncé moralement équivalent au théorème d'inversion locale. Et après ça, on aura fini nos révisions de calcul diff. Merci pour votre attention.